êtes bel et bien sur 2EF TV, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour ce journal d'information. Au sommaire des titres, le Sénégal va-t-il bientôt lancer son premier satellite dans l'espace? Du côté de Dakar, on veut s'appuyer sur le secteur de la recherche scientifique pour réussir ce pari. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur était en mission en France où il a inspecté les installations de la société Ariane Group. Les précisions dans quelques instants. La fabrication de mortiers comme vivier d'emploi pour les jeunes. À Abidjan et ailleurs en Côte d'Ivoire, ils sont des milliers d'artisans à se lancer dans la fabrication de ces ustensiles omniprésents dans les cuisines ivoiriennes. On y revient tout à l'heure dans le cadre de notre dossier entrepreneur. Pour notre plateau annonceur, nous recevrons comme chaque jour des entreprises partenaires qui viendront nous faire part de leurs offres et services juste avant notre tombola Selpé de monnaie. Direction Diamnadio au Sénégal pour parler de la révolution numérique qui est en passe de s'opérer avec l'introduction du supercalculateur. Le 8 juillet dernier, le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur était à Angers, en Hexagone, pour visiter l'usine de fabrication et le centre de test de supercalculateurs. C'est en septembre prochain que le Centre national de calcul du Sénégal démarre ses activités avec l'entrée en service du supercalculateur qui permettra d'offrir aux étudiants sénégalais des formations de pointe en sciences technologiques telles que la robotique ou l'intelligence artificielle. C'est la société Atos qui aura à charge la gestion de ce supercalculateur pour une période de 5 ans au cours de laquelle des experts sénégalais seront formés à l'utilisation de ce matériel. Toujours dans le cadre de la mission française du ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, M. Cheikh Anne, ce déplacement au centre spatial universitaire de Montpellier et les installations d'Ariane Group en région parisienne. Objectif de cette visite, prolonger les échanges dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre son département et société française Ariane Group en janvier dernier. Le but du projet est d'implanter des infrastructures satellitaires au Sénégal pour booster la formation professionnelle dans la recherche spatiale. Un nanosatellite réalisé par des étudiants sénégalais pourrait être lancé en 2021. C'est en tout cas l'objectif du ministère. Ce sont 56,314 candidats qui affrontent les épreuves orales du BTS session 2019 en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 15 juillet. Profitant du démarrage des épreuves, le directeur général de l'enseignement supérieur, Ibrahim Lokpo, a indiqué que l'État poursuit ses efforts pour améliorer le niveau de crédibilité du diplôme. Pour le directeur général de l'enseignement supérieur, il revient à l'État de faire en sorte que les entreprises se bousculent pour recruter les diplômés du BTS. À l'heure des examens oraux du BTS, nous vous proposons de revenir avec nous sur ce numéro de l'émission Complément de cours dans lequel Emmanuel Boko abordait la question du déroulement de l'épreuve de gestion financière. Comment s'y prendre pour passer cette matière avec succès? Les explications avec le professeur Mlapa Georges. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'épreuve de gestion financière. Et donc, première question pour cela, c'est comment l'étudiant doit appréhender, comment doit-il établir son programme personnel en gestion financière précisément? Ok, donc merci déjà d'avance. Puis je profite encore pour vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez ce matin, voilà, donc pour m'exprimer un peu sur la question de la gestion financière. Alors, donc il faut dire que la gestion financière est une matière présentielle et pour tous les étudiants qui sont issus du parcours des financiers. C'est une matière au fait à coefficient 5. Voilà, donc il mérite une bonne préparation. Alors donc je pense déjà que c'est un programme qui s'étale sur 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut une première partie en première année et la deuxième partie voilà, en deuxième année. Voilà. D'accord, et comment l'étudiant devrait appréhender ce sujet-là quand on sait qu'il y a autant de choses à retenir que de mise en application?
Alors déjà, à ce sujet, il faut dire que la gestion financière est un module qui regroupe en son sein 4 matières. C'est-à-dire que pour mieux s'en sortir en gestion financière à l'examen, il faut maîtriser d'abord la comptabilité générale, ensuite il faut maîtriser la fiscalité, il faut maîtriser le contrôle de gestion, il faut également aussi une petite dose de comptabilité des sociétés. Ce sont ces 4 matières réunies qui forment l'épreuve de gestion financière. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'en gestion financière, comparément aux autres disciplines, il y a des chapitres sur lesquels faut-il se focaliser? Bon, déjà, pour répondre à cette question, il faut dire que l'épreuve de gestion financière à l'examen est composée de 7 chapitres. Nous avons déjà le bilan financier, après nous avons le bilan fonctionnel. Et ça sont des matières qui doivent avoir logiquement, des chapitres qui doivent avoir logiquement en première année. Maintenant, en deuxième année, nous avons la prévision du besoin en fonds de roulement normatif. Après ça, nous avons le choix des investissements et suivi du choix des modes de financement. Après ça, il doit avoir la planification financière à long terme et finir par le TAFIR. Le TAFIR qui est devenu maintenant aujourd'hui le tableau des flux de trésorerie parce qu'on ne doit pas rester comme sans savoir que le Cisco-ADA a été réformé. Donc aujourd'hui, on ne parle plus du tableau financier des ressources et des emplois, mais plutôt on parle du TFT, du tableau des flux de trésorerie. C'est une épreuve très délicate. Alors, ça mérite une bonne préparation parce que le jour de l'examen, quand l'étudiant finit de faire la lecture du sujet, automatiquement, il doit avoir la réponse à 80%. C'est clair. S'il n'a pas pu avoir cette réponse-là dans l'immédiat, dans les 30 minutes qui vont suivre, c'est qu'il doit passer à côté. Pour vous dire qu'on ne va pas là pour réfléchir en gestion financière. Non. On ne va pas là pour réfléchir. Dès qu'on finit la lecture, ben, automatiquement, on doit avoir la réponse. Parce que, un exemple, ce n'est pas le jour J qu'un étudiant doit apprendre, par exemple, à calculer la vanne, ou bien le tir, ou bien l'IP, en choix d'investissement, par exemple. Ce n'est pas le même jour que l'étudiant va apprendre à décomposer les éléments. Par exemple, quand je prends le besoin fondement normatif, va apprendre à faire ces histoires de TE et CS. Non, ce n'est pas le jour J. Donc, tout ça là, c'est fait d'avance. Donc, l'étudiant doit avoir une bonne préparation. Même après les cours, il doit pouvoir se retirer. Je pense quand même qu'il y a des renforcements aussi même qui s'organisent ici et là. Donc, l'étudiant doit pouvoir participer à ces renforcements-là, donc pour avoir encore plus, voilà, donc, de force, donc pour pouvoir affronter cette épreuve très délicate qui fait quand même coefficient 5. Retour sur la 7e édition du Forum économique du groupe Attijawarafa Bank qui s'est tenu les 4 et 5 juillet dernier à Abidjan. Au cœur des échanges, la zone de libre-échange continentale africaine et les défis et perspectives de l'agro-industrie. Plus de 300 chefs d'entreprise issus de toutes les régions du continent étaient présents à ce rendez-vous qui a permis aux participants de mesurer l'impact de la ZLECA sur la croissance des entreprises régionales. L'Afrique représente moins de 2% du commerce international, d'où l'interpellation du ministre ivoirien de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, qui a exhorté les opérateurs économiques africains à saisir l'opportunité de la ZLECA pour le développement de leurs entreprises. C'est décidé, Douala abritera le siège sous-régional pour l'Afrique centrale de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Le choix de la capitale économique du Cameroun s'explique, à en croire les dirigeants de l'établissement financier, par la position stratégique de l'économie camerounaise dans la zone CEMAC. Le Cameroun tenant le rôle de locomotive avec un poids de plus de 40% de l'économie régionale. L'implantation d'Afreximbank en Afrique centrale intervient dans un contexte de reprise de la croissance avec un taux de 2,8% en 2018. Et Afreximbank qui vient de lancer le système panafricain de paiement et de règlement, une plateforme numérique de paiement à l'échelle continentale. Cette plateforme vise à faciliter les paiements et biens de services en devises africaines dans le cadre de la promotion du commerce intra-africain. Selon le PDG de l'institution,
Le coût des transactions financières via les devises étrangères pèse pour 5 milliards de dollars par an dans les échanges commerciaux en Afrique pour un volume de transactions 10 fois plus important. En Ouganda, la société d'État Kira Motors Corporation s'apprête à lancer une usine d'assemblage de véhicules. Cette usine, qui vise une capacité de production initiale de 5 000 véhicules par an, vise à alimenter toute la sous-région d'Afrique de l'Est. C'est un investissement de 263 millions de dollars que l'État devra mobiliser pour la réalisation de ce projet qui est prévu pour passer à un niveau de production de 150 000 véhicules par an grâce à l'assemblage d'autobus, de camions, de camionnettes et de véhicules utilitaires sport. Le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire se tiendra l'an prochain au Maroc. L'annonce a été faite le 11 juillet dernier par la secrétaire d'État marocaine chargée de l'économie solidaire, Jamila El Moussali, à l'issue du sommet Pacte for Impact organisé à Paris dans le but de promouvoir les normes d'équilibre social dans la gestion des modèles économiques. Le sommet de Paris aura permis d'impulser une nouvelle dynamique dans le sens de la prise en compte des principes d'équité et de justice sociale dans le développement économique. En Afrique, il s'agira, selon Jamila El Moussali, de créer un réseau de ministres africains de l'économie sociale de sorte à élaborer un agenda continental commun dans le genre. Et maintenant, nous allons pour le micro-trottoir en parlant justement de l'économie sociale et solidaire, telle qu'évoquée plus haut dans les actualités économiques. Nous avons tendu notre micro à des Abidjanais pour qu'ils nous livrent leurs avis sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'économie solidaire et sociale? C'est un micro-trottoir réalisé par Karamoko Adama et Christian Ago. L'économie sociale, c'est une économie permettant à la population à bas niveau de pouvoir vraiment se retrouver en exerçant les activités et permettant à l'entrepreneur de pouvoir réaliser de l'économie de manière sociale. Voilà. À moins de prix, en diminuant le prix des marchandises sur le marché. Voilà. Pour moi, c'est ce que je pense de l'économie sociale. C'est le microcrédit, les microfinances. C'est bien, ça aide à réaliser beaucoup de projets. L'économie sociale, moi, de mon côté, je ne suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que je vois que c'est pour un peu endetter celui qui entend un commerçant. Je prends un exemple sur un commerçant qui touche de 50 à 100 000. Bon, vous lui faites une proposition de 300 à 500 000 ou 1 million. Quand il entend 1 million, il est déjà il est excité à entendre 1 million. Bon, s'il n'a pas un projet de 1 million, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va prendre les 1 million, il peut faire ce prêt de 1 million et commencer un commerce et puis devenir l'esclave d'où les 1 million viennent. Eh bien, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? On va maintenant s'accorder quelques minutes pour suivre le doc dans lequel cette doctrine économique est mieux expliquée. Plus de détails sur l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? L'économie sociale et solidaire, tout le monde en parle. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? L'économie sociale et solidaire regroupe plus de 220 000 structures employeuses qui peuvent prendre plusieurs formes juridiques, associations, fondations, coopératives et mutuelles, mais aussi des entreprises dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elle existe dans tous les secteurs d'activité, santé, banque, mutuelle, insertion, agroalimentaire, grande distribution, éducation, loisirs, etc. Elle représente 10% du PIB. L'économie sociale et solidaire concilie activité économique et utilité sociale. C'est ce qui la définit le plus largement.
Ainsi, les résultats dégagés par l'activité sont réinvestis dans le projet pour assurer la pérennité de la structure et des emplois. Dans l'économie sociale et solidaire, le pouvoir de décision est organisé de façon collective et démocratique. Les structures de l'économie sociale et solidaire placent les hommes et les femmes associés au projet au cœur du processus de décision, selon le principe « une personne, une voix ». Elles élisent leurs dirigeants et associent les parties prenantes à l'exercice de la gouvernance. L'économie sociale et solidaire fonctionne par elle-même. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, l'ESS ne vit pas que de subventions. Celle-ci ne représente qu'un quart du budget des associations en moyenne. Le reste est constitué de cotisations d'adhérents, 11%, de dons et mécénats, 4%, ou de ventes de prestations publiques ou privées pour 60%. L'économie sociale et solidaire représente en France 14% des emplois salariés privés, soit 2,3 millions de salariés, en croissance de 10% sur 10 ans, auxquels s'associent de très nombreux bénévoles. Les activités de l'économie sociale et solidaire sont totalement solubles dans l'économie de marché. La majorité de ces revenus est tirée d'activités privées ancrées dans l'économie locale. Ces résultats permettent de financer l'économie locale et de maintenir l'emploi en région. Ce sont le plus souvent des emplois non délocalisables, comme dans les services aux personnes. Par exemple, les maisons de retraite, les crèches, l'aide à domicile, les coopératives agricoles ou de distribution. L'économie sociale et solidaire innove dans tous les domaines, technologie, social, humain. Elle est présente dans les secteurs de pointe comme la recherche en santé et elle participe à toutes les réflexions fondamentales sur l'évolution de la société comme l'émergence de l'entrepreneuriat social. Concrètement, c'est quoi l'économie sociale et solidaire pour la Caisse d'épargne ? C'est 5 millions de sociétaires, particuliers ou personnes morales, détenant indirectement le capital des caisses d'épargne via leur part sociale de sociétés locales d'épargne qui partagent le projet de leur banque. C'est une banque de proximité, proche des attentes de ses 26 millions de clients. C'est le deuxième réseau bancaire en France, fort de ses 17 caisses d'épargne, qui couvrent la diversité de nos territoires. Premier prêteur du secteur public territorial et hospitalier. Premier financeur privé de l'économie sociale. Plus de 20% de parts de marché avec plus de 600 millions d'euros de financement annuel accordé. Premier banquier des personnes protégées. Premier banquier du logement social. La Caisse d'épargne investit l'épargne locale qu'on lui confie dans le territoire, comme par exemple avec son compte sur livret régional. Une banque qui innove pour anticiper et s'adapter aux besoins. Digitalisation des opérations bancaires, agence en ligne, carte sécurisée pour les personnes sous protection juridique, accessibilité aux personnes sourdes et malentendants. La Caisse d'épargne s'adresse à tous et consacre une partie de ses résultats à des actions de solidarité et de développement territorial. Car c'est aussi ça l'économie sociale et solidaire. Lutte contre l'exclusion financière, microcrédit personnel et philanthropie. Eh bien, nous sommes maintenant à notre plateau annonceur et aujourd'hui, nous recevons M. Parfait Seri, directeur général de HETEC Abidjan, également chef de département fiscalité. Alors, bonsoir M. Seri. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec la casquette de chef de département fiscalité, vous allez nous dire qu'est-ce que la fiscalité ? Merci, madame. Alors, la fiscalité, c'est l'ensemble des règles, lois et procédures qui régissent les relations entre l'administration et les citoyens, personnes physiques ou morales, en matière d'impôts, de redevances, de taxes ou de toute autre cotisation obligatoire. D'accord. Alors, y a-t-il ce besoin aujourd'hui en entreprise ? Oui, en la matière, les besoins deviennent de plus en plus énormes parce que l'administration est de plus en plus exigeante vis-à-vis des entreprises en matière d'imposition. Et aujourd'hui, les gens, par habitude, ne tenaient pas compte des questions fiscales dans les évaluations financières qu'ils font, ce qui posait réellement le problème sur les situations, je veux dire, de trésorerie de l'entreprise. Parce que les paiements, les réclamations, les paiements des impôts, les contrôles et les contentieux liés à la question fiscale sont de plus en plus, je veux dire, récurrentes, de sorte que les entreprises sont exposées à des risques. Et ces risques-là, pour pouvoir résoudre ces questions de risques, il va falloir que de plus en plus de personnes soient formées à cette spécialité pour qu'elles puissent réellement assumer cette fonction fiscale. Alors, donnez-nous plus d'informations sur votre motivation d'avoir mis en place un master en procédure et fiscalité appliquée au sein de votre établissement. Alors,
Le besoin, sinon, l'idée est née de ce que je disais tout à l'heure. Auparavant, les personnes qui assumaient donc les fonctions fiscales sont soit des comptables, soit des juristes. C'est-à-dire qu'il est rare de trouver des gens qui sont spécialement formés à la question fiscale. Mais bon, il faut le reconnaître, de plus en plus d'établissements en prennent conscience. Et les entreprises demandent ces spécialités de plus en plus. Il se trouve qu'il est de plus en plus important que les gens soient formés parce que l'administration elle-même, dans ses contacts, dans ses relations avec les entreprises, quand elle n'a pas affaire à des personnes qui sont spécialistes en la matière, les échanges ne sont pas transparents. Donc nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, après une enquête et une étude de marché sur le terrain, que les fiscalistes qui sont sur place sont à 80%. Il y en a qui ont la double compétence, mais en réalité, ils sont en 80% des spécialistes unijambistes, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire, soit ce sont des juristes fiscalistes, soit ce sont des comptables fiscalistes. Or, le bon exercice de ce métier de fiscaliste exige d'avoir à la fois la double compétence des comptables et des juristes. Ce qui est rare dans nos formations. Et donc, nous, c'est donc à la suite des échanges avec les spécialistes que HETEC a décidé de mettre en place une formation de spécialité en fiscalité qui répond donc à ce besoin des entreprises, donc le besoin de la double compétence, des gens qui sont à la fois formés du point de vue juridique que comptable, et donc qui peuvent répondre à la fois à des commentaires et à des interprétations de loi, mais en même temps aux effets que les opérations comptables ont sur la fiscalité de l'entreprise. C'est ça, en fait, qui est recherché. D'accord. Alors, mon interrogation, c'est, n'y a-t-il pas un fossé du moment où il n'existe pas de licence professionnelle en fiscalité? Non, pas du tout. Il n'y a pas de fossé, justement. En fait, ce sont des formations qui ont besoin véritablement de prérequis en la matière. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc, on a besoin de spécialistes de haut niveau qui ont une formation de base déjà. Ce qui fait que en la matière, soit ce sont des gens qui ont déjà une formation de base en droit, ou des formations de base en comptabilité ou en gestion d'entreprise de façon récurrente. Ça peut ne pas être forcément de la comptabilité, mais en gestion d'entreprise. Donc, quand ces personnes viennent avec ces prérequis, ce qui leur est maintenant donné au niveau master, c'est donc la spécialisation avec les compléments qu'il y a pour quelqu'un qui a fait du droit, donc les compléments en matière de comptabilité, pour quelqu'un qui a fait de la comptabilité, les compléments en matière de droit. Donc, ce qui est exigé ici, ce qui est recherché ici, c'est la complémentarité sur la formation de base qu'il y a eu. Il faut compléter donc cette formation de base. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une formation de base au préalable. C'est pour ça qu'on ne prend qu'au niveau master. Parce qu'on veut voir si la personne, on doit savoir que la personne a déjà été formée, soit au niveau du droit ou au niveau de la comptabilité ou de la gestion d'entreprise de façon régulière. Il n'y a pas de fossé. D'accord. Eh bien, c'est vrai que vous avez déjà énuméré quelques objectifs de la création du master, mais on va revenir là-dessus pour nos très chers téléspectateurs. Alors, donnez-nous les objectifs du dit master. Alors, donc, les objectifs qui sont visés donc, dans cette formation, c'est de former donc, des spécialistes de haut niveau de type Bac plus 5, donc des cadres moyens ou supérieurs, qui ont à la fois la capacité d'interpréter des lois fiscales, parce que la particularité de la fiscalité, c'est son changement récurrent, périodique, disons, chaque année. On a les annexes fiscales qui sortent, qui modifient donc les lois antérieures. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter non seulement la loi qui existait déjà, donc le Code général des impôts, ou le Code de la prévoyance sociale, ou le Code des douanes, donc qui sont tous des codes qui régissent les cotisations sociales ou les impôts ou les droits des douanes. Et il faut être en mesure d'interpréter ces codes, mais en même temps, il faut être en mesure d'actualiser ces codes. Ça, c'est le travail des juristes. Mais en même temps, de façon régulière, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise par les chefs ou alors les opérations comptables qui sont réalisées ont des effets donc, sur les cotisations d'impôts ou d'autres taxes relatives à la vie de l'entreprise. Ce qui exige donc qu'il y ait des gens qui soient formés à cette double compétence. Donc, c'est l'objectif essentiel qui est visé. En même temps, il faut qu'il y ait des cadres supérieurs, donc capables de concevoir des procédures, de corriger des procédures, de rectifier, en tout cas d'assumer les responsabilités de chef de département.
D'accord. Alors, nous rappelons que nous sommes en compagnie de M. Parfait Seri, directeur général de HETEC Abidjan, également chef de département fiscalité. Alors, vous allez nous donner rapidement les contacts de HETEC Abidjan et sa localisation. Merci bien. Avant d'arriver au contact de HETEC Abidjan, il faut signifier que dans notre formation, donc dans ce master, nous avons des universitaires qui interviennent et à 80 ou 70 à 80% des professionnels d'entreprise qui sont soit des cadres des administrateurs des impôts au niveau de l'administration fiscale ou alors des cadres supérieurs dans les entreprises ou dans des cabinets d'audit ou de conseil qui sont vraiment d'un certain niveau et qui interviennent. Alors, HETEC Abidjan se trouve donc au plateau d'Okuy, derrière donc, la cité Forest, au premier arrêt d'Okuy. Et vous pouvez nous joindre au 24 01 00 82 au cas où les gens voudront nous appeler ou se déplacer pour venir, donc, comme je disais, au plateau d'Okuy, derrière la cité Forest, au premier arrêt d'Okuy. Vous n'avez pas de page Facebook? Si, la page Facebook c'est HETEC Abidjan. Vous tapez. Le site internet aussi c'est www.hetec.net. Vous pourrez nous joindre dessus et avoir toutes les informations. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Parfait Seri, d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. C'est nous qui vous remercions, madame. Alors, on ouvre maintenant notre dossier entrepreneuriat. Ce mardi, nos reporters sont allés à la rencontre des fabricants de mortiers dans la commune d'Abobo à Abidjan. Ce sont des images fortes, édifiantes qu'ils nous ont rapportées, puisque dans ce reportage, on aperçoit des jeunes gens qui pérennisent une activité générationnelle et qui est surtout un véritable vivier d'emploi. Regardez. Ce métier, il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient des mortiers et aujourd'hui, c'est à son tour de prendre la relève. Installé dans la commune d'Abobo, dans la périphérie nord d'Abidjan, cet atelier de fabrication de mortiers est devenu au fil du temps un véritable centre d'approvisionnement pour grossistes et détaillants dans cette commune, de loin la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne. À l'instar de l'Assina, la plupart des jeunes gens qui travaillent dans cette fabrique sont dépositaires d'un héritage artistique qui leur permet de s'insérer très tôt dans le tissu socio-économique au contact de ce métier qui se transmet de génération en génération. C'est mon papa qui m'a appris, comme lui il faisait ça. Donc, depuis l'enfance, il était à l'école. Il quitte à l'école et puis il vient faire un peu pour... Bon, dès que j'ai laissé l'école aussi, là, j'ai continué à faire ça aussi. Certes, la fabrication du mortier exige des efforts physiques conséquents, mais la densité du secteur en vaut la peine, d'autant plus que dans la quasi-totalité des foyers ivoiriens, le mortier est un ustensile prisé notamment pour la confection de la pâte de banane plantain mélangée au manioc cuit, mais aussi pour émécher des graines de palme bouillies. Cette omniprésence du mortier dans les cuisines locales a fini par développer une véritable industrie qui permet à des milliers de professionnels de gagner leur vie dans des conditions acceptables en fonction bien sûr des niveaux de vente réalisés et du coût du produit fini. L'autre aspect stimulant dans ce commerce, c'est certainement le ravitaillement en bois, cette matière première à partir de laquelle tous les types de mortiers sont fabriqués. Le choix n'est pas très complexe à faire en termes de sélection du bois. Que ce soit pour le mortier de foutou, mélange de pâte de banane et de manioc cuit ou de graines de palme, les fabricants ont généralement recours au même type de bois et cela est tant mieux pour les affaires. Comme beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire, la fabrication du mortier stagne dans l'informel, là où de réelles opportunités d'employabilité existent pour une frange sociale démunie et à l'adresse de laquelle sont élaborées les politiques d'insertion socio-économique. À présent, nous partons maintenant à notre tombola selpé de monnaie. Alors, comme toujours, il est très important de rappeler le principe de ce jeu de la tombola selpé de monnaie. Nous partons avec cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez selpé de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse.
Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Celped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Celped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Celped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Celped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Celped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EFTV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Non, sans plus tarder, nous partons maintenant pour le tirage au sort. Et là, ça tourne, comme toujours. Hein. Ça tourne. Et maintenant, on va confirmer. Et c'est fait après confirmation, le vainqueur de la tombola du 16 7e mois 2019 nous vient de la localité de Boaké d'Arès et a pour code tombola B001220. Je répète, le vainqueur de la tombola du 16 juillet 2019 nous vient de la localité de Boaké d'Arès et a pour code tombola B001220. Merci beaucoup, c'est tout pour la tombola Celped Money. Et pour terminer ce journal d'information, un point sur les taux de change du franc CFA zone Afrique de l'Ouest sur le marché des devises. On y va. Eh bien, c'est tout pour le journal de ce jour. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur 2EFTV. Vous pouvez toutefois télécharger notre application sur Play Store ou App Store ou bien nous suivre sur www.2EFTV.com. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.